Donc nouvelle vidéo, cette vidéo-là est consacrée à l'énergie. Point important, aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'en passer? C'est la question. Nous, on a fait le choix de ne pas s'en passer. Donc là, dans la vidéo, je vais vous présenter le choix qu'on a fait. Donc, vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, notamment les types d'autonomie, j'ai présenté très rapidement ce qu'étaient les différents types d'énergie solaire. Donc là, on va refaire un petit point là-dessus, donc là un peu plus en détail. Il existe deux types ce qu'on appelle de kits solaires, c'est ce que, si vous cherchez sur internet, c'est ce qu'il faut mettre. On va retrouver des kits solaires de type autoconsommation. Donc en gros, c'est lorsque vous êtes connecté au réseau EDF, en gros, vous utilisez un équipement électrique. Les panneaux solaires peuvent vous fournir cette puissance-là, type un chauffe-eau. Le chauffe-eau chauffe, c'est 1500 watts, un chauffe-eau. Vos panneaux, il y a du soleil, il fait beau, ils fournissent 3000 watts. Très bien, les panneaux prennent. Par contre, un nuage, il fait pas beau, les panneaux fournissent 600 watts, il va manquer, il va manquer de la puissance. 1500 watts, 100 watts, il vous manque de la puissance. Et donc là, quand il vous manque de la puissance, il va aller le chercher sur le réseau électrique d'EDF. Qui est branché directement. Ça, c'est ce qu'on appelle les kits d'autoconsommation. Au type de kit, donc c'est l'équipe autonome. Donc là, pareil, tant que les panneaux solaires peuvent fournir la puissance, pas de souci, c'est le moment où ils peuvent pas fournir, où ils vont chercher cette puissance, où ils vont chercher cette énergie. Là, la différence, c'est qu'ils vont les chercher dans des batteries. Les batteries vont servir d'appoint à l'énergie qui manque et qui ne sont pas fournies par les panneaux solaires. Donc les avantages et les inconvénients de chacun des kits. Dans le kit d'autoconsommation, l'avantage c'est que vous n'êtes pas là. Les panneaux solaires, vous ne consommez pas, les panneaux solaires fournissent de la puissance et la puissance elle est revendue, elle va dans le réseau d'EDF et elle est rachetée par EDF. Donc elle est utilisée pour autre chose. Autre avantage, c'est qu'il nécessite finalement très peu de matériel, essentiellement des panneaux solaires, ce qu'on va appeler des micro-onduleurs, qui vont directement se rattacher au réseau, mais qui sont vraiment beaucoup moins chers, et puis des coffrets électriques traditionnels, fournis par EDF, etc., mais qui ne sont pas le plus coûteux. Donc c'est ces deux avantages-là. L'inconvénient, c'est que ce système-là, pour pouvoir revendre cette énergie à EDF, il faut faire appel à des électriciens, donc ils doivent installer votre système, des électriciens agréés. Autre problème, c'est que ces électriciens n'installent que leur propre matériel. Ils refusent, donc j'en ai eu 3, ils refusent d'installer le matériel que vous aurez acheté, pour des raisons de sécurité. Alors, je pense pas que ce soit de la sécurité, c'est juste comme ça, ils font plus de marge en vendant leur propre matériel. Comme on est obligé de passer par eux, ils en disent, moi, si vous voulez que j'installe, voilà combien ça va vous coûter. Donc vous êtes moins... Donc si vous y touchez, c'est des choses comme ça, et après vous dites... je vais le faire moi-même, ça marche pas. S'il faut rajouter, il faut qu'il soit certifié, agréé, etc. Il faut passer par des normes un peu plus compliquées. C'est l'inconvénient du système-là. L'autre inconvénient, c'est que l'élève vous le rachète. Donc sur un système, donc sur une consommation actuelle, donc 2 personnes, un petit logement, un chauffe-eau, des choses comme ça. Donc quand on calcule la consommation entre on n'est pas là et on est là, nous on gagnait en revendant l'énergie à 100 € par an. Voilà ce que nous rapportait la revente d'électricité non utilisée. Donc c'est vraiment, vous n'allez pas faire fortune en vendant votre électricité. Vous dites, j'ai beaucoup de surface, j'en mets des tonnes, sauf que là, EDF vous dit, vous êtes limité en puissance et plus vous en mettez et moins vous la rachetez cher. Voilà, donc ils ont validé, ils ont verrouillé ce système-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils la rachètent pas cher. Donc vous le faites, c'est vraiment 100 €, c'est vraiment le beurre sur les épinards, mais sans plus, quoi. Donc pour l'autre, le kit autonome, l'avantage c'est que vous pouvez l'installer vous-même.
Vous êtes vraiment libre de le mettre comme vous voulez, que vous n'êtes pas tributaire du... Par exemple, là oui, l'inconvénient c'est que EDF là coupe, votre réseau est coupé, le réseau EDF est coupé, il y a une ligne qui est cassée, votre système ne marche pas là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de batterie, rien pendant le relais, votre système ne marche pas. Ici, il y a une coupure EDF, comme vous n'êtes pas relié du tout physiquement EDF, bah, votre système fonctionne. L'inconvénient majeur de ce système-là, c'est le prix. Il faut compter entre 1000 et 3000 euros pour le pack de batterie, en fonction de si c'est des gels, des lithium, de la masse, de la puissance que vous voulez. Et il faut compter, pareil, entre 1000 et 3000 euros un bon transformateur, qui sont vraiment les deux éléments clés, on va le voir après par la suite, de ces kits-là. Donc nous, on a fait le choix d'être autonome. Pourquoi? Parce qu'il y a un point à prendre en compte dans vos frais, c'est que soit vous avez l'électricité qui est vraiment pas loin et ça coûte pas cher de l'amener jusqu'à votre terrain, ou votre maison, et là on est bon. Soit bah, comme nous, il était de l'autre côté de la route, alors il y avait quoi? Il y avait 2 mètres d'écart, sauf que ne pouvant pas faire de aérien, bah, il fallait creuser la route, donc il fallait creuser le bitume, donc faire venir des pelleteuses, faire venir du sable, et faire passer du câble, donc le câble coûte très cher. Remettre du bitume, là tout de suite, voilà, quand on s'est renseigné, on était à plus de 10 000 € les frais d'installation. C'est notre retour sur investissement dans ce cas-là. On a vite fait donc l'équivalent, fait que même si le matériel était plus cher, bah, puis d'un point de vue délai, comme on choisissait nous-mêmes le matériel qu'on voulait installer, on a fait ce choix-là aujourd'hui. Donc voilà pour ce point de type de kit solaire. Donc maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est les différents modules, les différents points. Je vais pas vous faire un schéma de câblage, parce que je suis pas un spécialiste et que je vais pas vous envoyer sur des fausses pistes ou autre chose. Donc il existe des professionnels qui vous disent comment câbler, comment... Je vous dis juste, c'est mon expérience et quel type d'éléments vous allez retrouver et un petit peu comment on les dimensionne, comment on les choisit. Donc le premier, c'est les panneaux solaires. Donc comment on va les choisir? Bah, ça va dépendre de votre surface disponible et votre angle. Sachant que l'angle optimal pour installer les panneaux, c'est 38 degrés. Donc soit vous pouvez les installer au sol, hein. Vous pouvez les installer comme on l'a fait nous, sur un équipement qu'on met pour éviter, parce que l'inconvénient de l'installer au sol, c'est que ça vous prend de l'espace au sol. Hein. Donc avec tous les dangers liés au sol, hein, les enfants, les ballons, les machins, les ceci. Soit pour éviter de vous manger de cette surface au sol, parce que la surface au sol elle peut vous servir à faire autre chose. Vous pouvez les surélever, donc sur un système de pergola, de toit, d'abri, peu importe. Et sinon sur une maison. Alors le sol, l'avantage du sol, c'est que vous pouvez mettre la surface que vous choisissez. Hein. Vous pouvez mettre tout votre terrain sur panneau solaire. Et du coup avoir une très forte puissance, donc avoir aucun problème. L'avantage aussi du coup de la surélever, de mettre sur un système de pergola, c'est que vous fabriquez vous-même, vous pouvez choisir la surface, donc c'est le choix qu'on a fait mis. Et l'autre choix, donc si vous le mettez sur un toit, l'inconvénient c'est que là vous êtes limité en surface et en inclinaison par rapport à endroit, parce qu'il y a certains endroits où on était bloqué sur un type d'inclinaison très particulier. Mais bon, aujourd'hui on se rend compte que on a des puissances pouvant aller sur des surfaces d'1, donc souvent les panneaux font 1 mètre par 1,60 m, et on a des panneaux qui peuvent monter jusqu'à 400 watts sur une surface d'1,6 m². Donc ce qui est énorme. Donc on peut vraiment, même s'il y a très peu de surface disponible, alors après les prix sont un peu plus chers, mais bon, si vous avez besoin de puissance, aujourd'hui les panneaux, vous allez voir, les panneaux c'est pas ça qui est le plus cher. Hein. Donc ce que je dis, ce qui est le plus cher, ce sont essentiellement les batteries et l'onduleur. Deuxième chose que va choisir, c'est les régulateurs. Les régulateurs, vous les choisir en fonction du nombre de panneaux. Par exemple, est-ce que vous indiquez la MPPT, donc c'est le type de régulateur, hein, c'est les grands classiques, c'est souvent ceux qu'on conseille d'installer. 100, donc c'est 100 volts, 20 ampères. Donc lorsque vous allez brancher vos panneaux en série, en parallèle, en fonction de la tension, il ne faut pas que ça dépasse 100 volts. Voilà, donc là c'est le courant, c'est P égale UI, hein, c'est généralement, voilà, servez-vous cette formule, P égale UI, la formule est aussi un classique, et à vous dire si vous installez en série ou en parallèle, si vous dépassez pas 100 volts ou 20 ampères. Donc en fonction de ça, vous pouvez mettre 1, 2, 3 régulateurs en fonction des types de branchement de vos panneaux. Donc pareil, je ne vais pas faire un cours, c'est le basique. L'autre équipement, c'est l'afficheur. Donc l'afficheur va vous servir un petit peu à piloter votre système, à votre niveau de batterie,
votre puissance instantanée, de combien vous consommez, la puissance où est répartie votre donc pareil, il n'y a pas de mauvais, hein, mais par contre voilà, il en faut toujours un pour au moins avoir l'état de vos batteries au minimum et de savoir un petit peu comment ça tourne. Voilà, le plus important c'est le convertisseur. Donc comment le choisir? En fait, vous choisissez pas sur une puissance moyenne. Vous dites pas, bah voilà, aujourd'hui, moi j'utilise en moyenne, donc vous faites vos comptes, ça plus ça plus ça marche 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. Vous calculez, vous faites votre moyenne. Non, c'est vraiment votre puissance instantanée. C'est-à-dire que l'inconvénient, c'est que si vous installez un radiateur électrique de 1000 watts et que vous avez 2 chauffe-eau électriques de 1500 watts, parce que vous avez deux maisons qu'il faut équiper, donc ça fait instantanément, il est possible que votre chauffage, l'hiver, tourne en même temps que vos 2 chauffe-eau, donc vous avez 1000 watts de chauffage, plus 1500 watts d'un chauffe-eau, plus 1500 watts d'un autre. Donc là, on tourne à 5000 watts, et il faut être capable de fournir 1500 watts. Et en plus, il y a des équipements qui ont besoin d'un pic de puissance, comme les réfrigérateurs, donc j'ai appris ça, donc qui dit bah là un réfrigérateur ça compte 56 watts en règle générale, qui est vraiment pas grand chose, mais sauf que quand il démarre il y a des pics de puissance, il faut vraiment être capable d'absorber, donc généralement on peut arriver jusqu'à entre 7 à 10 fois votre puissance moyenne, c'est 7 à 10 fois là, en instantané, c'est ce que ça va consommer, quelques millisecondes, mais il doit être capable de fournir, sinon ça va mettre en défaut votre circuit. Donc c'est voilà, dites-vous que lorsque le convertisseur vous choisissez en fonction de votre puissance, pas moyenne, hein, mais vraiment votre puissance maximale, votre pic de puissance qui peut arriver, quoi. Ensuite votre tableau électrique, voilà, dites-vous pour être sûr d'être tranquille avec vos lignes, hein, sur les normes, dites-vous qu'un équipement puissant, donc ce qu'on appelle forte puissance, c'est le micro-ondes, hein, c'est 1500 watts, c'est un four, c'est 2500 watts, 2000 watts ou 2500 watts, c'est une hotte, 1000 watts, c'est tous ces équipements en forte puissance, c'est un radiateur, c'est des pompes. Tous ces équipements-là sont ce qu'on appelle à forte puissance. On va éviter de les mettre, ce qu'on appelle en série, donc ça va accumuler la puissance. Donc on va les séparer. Donc une ligne électrique, donc un câble électrique va être relié à un équipement, donc à la prise qui est reliée à cet équipement-là. Donc là, comptez votre nombre d'équipements, en gros, vos nombres de prises 220, et ça va vous faire votre nombre d'équipements. Et là, vous êtes sûr qu'au niveau du réseau, vous êtes tranquille d'un point de vue normes, etc. Ensuite, le deuxième point, c'est plus important, hein, donc il y a le convertisseur, il y a les batteries. Donc les batteries, il faut faire attention, c'est votre consommation lors de la nuit. C'est elles qui vont tourner lorsqu'il fait nuit. Alors c'est pas lorsqu'il fait jour qu'il y a un peu de nuage, oui, mais comme il y a quand même de la puissance, hein, les panneaux, je l'ai vu, moi, lorsqu'il pleut, tout ça, les panneaux de 3800 watts arrivent à fournir quand même 900 watts. C'est pas grand chose, mais comme c'est 900 watts tout le temps sur 8 heures, même si je consomme 1500 watts, elles seront largement absorbées dans les 2 heures où le chauffe-eau, en l'occurrence, ne tourne pas. Donc, par contre, il faut aussi prendre en compte, c'est que lorsque vous avez une pic de puissance et qu'il fait pas beau, votre transformateur va délivrer 5000 watts. Il faut que les 5000 watts, pareil, il les trouve quelque part. Il ne peut pas il ne fait que transformer, il ne crée pas. Donc pour les récupérer, ces 5000 watts là, je me rends compte que si vous n'avez pas la puissance de batterie qui va avec, il va faire sauter vos batteries ou votre transformateur ne pourra pas transformer. Donc soit effectivement, il va les prendre généralement quand il va consommer plus sur les panneaux solaires et un peu sur les batteries. Je le vois, hein, lorsqu'il fait pas beau et que j'ai 1000 watts de panneaux solaires et je vais avoir 2000 watts de batterie. Si aujourd'hui mes batteries peuvent pas fournir, ça m'est arrivé que des fois, alors, vraiment d'expérience, hein, c'est que j'ai pas ce niveau de puissance là et mes batteries se mettent en défaut. C'est-à-dire que là il y a une surchauffe, j'ai une pic de puissance. Souvent c'est quand le réfrigérateur s'allume, j'ai un pic. Lorsque j'ai un équipement électrique de bricolage, je l'allume, j'ai ma disqueuse qui se met en route et là j'ai un gros appel de puissance et là il me met en défaut les batteries parce que j'ai plus assez de puissance. Donc c'est surtout qu'il faut prendre ça en compte, hein, c'est important aussi. Il n'y a pas que l'autonomie au final, je pense. Donc voilà à peu près, j'espère vous avoir tout renseigné sur ces équipements-là. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant on regarde un petit peu comment on a installé tout ça. Allez, à plus. Première étape pour pouvoir implanter, tirer les câbles. C'est-à-dire que vous partez de votre plan.
le plan que vous avez fait, votre plan, et vous allez creuser une tranchée, donc d'environ 60 cm de profondeur, hein, minimum. Y mettre du grillage, donc la rouge. Pourquoi le grillage rouge? Parce que si vous recreusez un endroit, avertir que vous avez en dessous un câble électrique, donc attention, danger. Donc alors après vous pouvez creuser à la main. Tout va dépendre de votre terre. Nous, on a une terre assez, quand même, assez pierreuse, donc c'est très très difficile avec la pelle, et il faut y aller tout à la pioche, donc c'est très très long. On avait quand même plus de 100 mètres de passage, on voit, hein, c'était vraiment assez long. Donc on a loué une petite pelleteuse, donc la plus petite pelleteuse, donc je crois que c'est une tonne, je crois que c'est comme ça. Donc pour 2 jours, ça nous a coûté 500 €. Et plus 20 € d'essence. Donc en tout, avec l'essence compris, donc 520 € pour louer la pelleteuse qui nous a permis effectivement de creuser. Donc c'est d'aller chacun des bâtiments qu'on va avoir sur le terrain jusqu'à l'abri où sera installé le système de transformateur et le coffret électrique reliant. Donc on va voir également, donc il y a également, donc j'ai également mis un système de mise à la terre. Donc là on voit sur la vidéo toutes les gaines arrivant jusqu'à notre abri où vont être installés tous les câbles. Donc une fois que vous avez relié, que vous avez enterré tous vos câbles, comme on le dit, vous faites votre mise à la terre. Hein. Donc pourquoi il est important? Parce que nous on voulait charger notre voiture et que sans mise à la terre fiable et efficace, le système de charge de la Zoé ne fonctionne pas. Donc puis bon, la sécurité c'est important. Donc là on a 2 piquets de 1 mètre, donc mise en série, voilà, pour faire la mise à la terre. Donc tous les câbles arrivent en dessous l'abri. Donc je vais avoir, voilà, en gros je me suis pas embêté, hein, donc j'ai un câble, j'ai deux zones, chaque élément va avoir finalement son câble, donc on le voit ici, hein, donc le trou passant et les câbles passant dans les gaines qui arrivent jusqu'au coffret électrique. Pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Donc c'est un Legrand, c'est du Legrand classique, bonne qualité. Donc là, en plus c'était j'ai acheté, donc c'est sans visser. Donc vous dénudez bien et vous enfoncez dedans et voilà, c'est un serrage avec serrage automatique. Donc certains, quand j'ai acheté dans le commerce plutôt, lorsqu'il m'a fallu rajouter, étaient vissés. Donc on voit aussi également ce qui m'a permis aussi de faire le câblage électrique en tubiro de mon abri à moi. Donc voilà. Voilà à peu près sur la partie comment le câblage effectué. Donc troisième étape, monter les panneaux solaires. Donc on a reçu, on voit une grande palette avec nos 12 panneaux. Donc ces panneaux, chacun de ces panneaux est très simple, hein, donc c'est des panneaux d'1 mètre sur 1,60 m, équipés d'un câble, de 2 câbles, finalement un câble moins et un câble plus de longueur d'1 mètre. Donc voilà, donc c'est assez bien emballé. Donc après on a reçu, il y avait sur notre colis 2 palettes. Donc cette palette là, plus une autre palette où il y avait les batteries, le transformateur et les différents câbles à rallonge notamment qui vont permettre de pouvoir relier et de mettre en série et en parallèle les panneaux pour les relier au régulateur. Donc nous le choix qu'on a fait effectivement c'était, on le voit, hein, c'est de poser donc avec toutes les difficultés, donc c'est de poser ces panneaux, alors pas sur un toit de maison parce qu'on n'a pas de maison, mais sur un système de pergola. On le voit, donc l'avantage de ce système là,
c'est que ça, j'avais pas besoin d'acheter des rails qui permettent de notamment se quitter, de se mettre sur les plus régulièrement sur les tuiles des toits. Là, j'avais mis des planches qui, avec l'aide de L en acier, me permettaient de fixer directement les panneaux sur ces planches sans surcoût. Voilà, c'était le choix assez simple. Donc on a 12 panneaux. Donc là on voit les pattes. Donc là avec un serre-joint on maintenait le panneau à la planche et on vissait. Donc on a boulonné les panneaux sur ces fameuses planches. Donc rien de très compliqué, hein, rien de très long. Il faut patiemment les poser en se souciant, en essayant de mettre toujours les plus et les moins du même côté pour faciliter après, on va le voir, tout le câblage. Donc là, le choix qu'on a fait, effectivement, nous, c'est de mettre... on a eu le choix de l'inclinaison, donc tout le calcul a été fait pour se rapprocher des 38 degrés, qui est l'angle optimal des panneaux solaires. Donc là, on voit mon épouse, hein, donc c'est vraiment assez facile à câbler. Donc il y a des détrompeurs pour pas se mélanger et pouvoir donc un mâle et une femelle et un clip pour pouvoir effectivement bien brancher sur une manière étanche. Hein, donc ces prises sont équipées de petits joints, donc résistent largement bien à l'eau. Donc voilà, donc sachant qu'il a fallu quand même acheter des rallonges en plus, hein, parce que le câblage ne suffit pas. Pensez à bien acheter, si vous faites vos rallonges, pour pouvoir faire tous vos montages de panneaux en série et en parallèle. Quatrième étape, vous avez monté vos panneaux, vous avez votre coffret électrique tout câblé. Maintenant, il faut relier l'ensemble des équipements entre eux. Donc c'est pas la partie la plus compliquée techniquement, surtout que nous on avait fait le choix d'acheter ce qu'on appelle un vitro Easy Solar, c'est-à-dire que tout était équipé, notamment tout ce qui est les protections, batteries, toutes ces choses-là étaient prééquipées, les MPPT, tout était pré-câblé. Donc c'est un peu plus cher, mais lorsque vous ne connaissez pas, sinon il y a vraiment beaucoup de câblage, c'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Donc c'est vraiment un système plus cher, mais beaucoup plus simple aussi de mise en route. Donc là, il suffisait finalement que de brancher les batteries entre elles. Voilà, comme on le voit, hein, c'est un système de batterie. Donc c'est des batteries chinoises. Donc chaque batterie font 2,6 kWh. Voilà. Donc voilà, tout expliqué. Donc c'est vraiment des systèmes de branchement assez simples. Donc c'est des batteries d'origine, je l'ai dit, donc d'origine chinoise. Pour l'instant, donc on manque un peu de... Ça fait maintenant 3-4 mois que ça manque. Donc je me rends compte qu'on a rencontré quelques problèmes. Alors c'est pas dû aux batteries, c'est vraiment dû au fonctionnement où finalement je pense qu'on a un manque de puissance au niveau de ces batteries qui font que lorsque je demande beaucoup de puissance, lorsque ça consomme beaucoup, les batteries vont clignoter en rouge et se mettent en alarme. Elles fonctionnent bien, elles sont bien chargées, la puissance est bien. Mais voilà, on suppose c'est parce que je vous expliquais que j'ai une appel de puissance un peu forte qui, lorsqu'il n'y a pas de soleil, et qui va faire que je vais mettre en défaut ces batteries-là. Donc voilà, on voit pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de vis, rien, c'est des clips, hein, ça se fait, ça se pose et ça se fait assez simplement finalement. Donc une fois que toutes les batteries sont reliées entre elles, donc chaque batterie fait quand même 23 kg, hein, c'est quand même assez lourd et ça fait, voilà, on voit c'est pas très haut,
Par contre, ça fait bien 400 par 400, hein, donc c'est assez volumineux au sol. Une fois que tout est relié, bah, je relie finalement mon arrivée. Donc j'ai un coffret de protection. Voilà, donc je relie mon coffret de protection à mon onduleur qu'on voit ici. Hein. Ici, cela, on voit tout, hein, toutes les protections, tous les régulateurs. Donc là, c'est voilà, le neutre avec le neutre, la phase avec la phase, et on relie tout bien comme il faut à la terre. Je ne suis pas des compétences particulières, juste de bien faire attention. Une fois que tout est bien branché, donc vaut mieux être prévoyant, on prend son temps, on regarde, on fait bien attention, qu'on a bien tout branché, on vérifie 2 fois, parce que bon, l'électricité, c'est quand même assez compliqué, donc il faut faire gaffe. Donc sachant qu'en plus, ce système-là nous a été conseillé, parce que nous souhaitons, avec, donc ça c'est la mise en route, nous souhaitons faire avec le chargement de la voiture. Donc aujourd'hui, on voit, c'est la mise en route avec la gestion avec le téléphone en direct par Bluetooth. On est capable de voir un petit peu notre consommation en instantané sur ce système-là. Et voilà, je vous expliquais qu'en plus, nous avons fait le choix, donc aujourd'hui aussi nous chargeons la voiture avec ce système-là. Donc on a un système Victron voilà, qui nous a été conseillé parce qu'il était plus robuste pour pouvoir effectivement charger. Donc quand on branche la voiture, c'est 2000 watts. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt un système assez spécial et on tourne là-dessus.